On va utiliser pour créer les sons, donc on va être sur des sons extrêmement courts, ce sont les mêmes qu'on pourrait utiliser pour par exemple tout ce qui concerne le toucher, l'odorat, etc. Ce que l'on fait également, ça a sa raison d'être entre guillemets, parce qu'on a des sciences derrière nous. C'est-à-dire que travailler sur le son comme ça, on pourrait toujours nous dire mais c'est complètement subjectif. Il y a une part de subjectivité effectivement, mais de plus en plus on fait des tests sensoriels, si vous voulez, mais en utilisant par exemple l'imagerie médicale. Grâce à l'imagerie médicale, on sait maintenant pertinemment comment interagissent tous les sens entre eux. Avant, on pensait que chaque sens avait finalement sa zone, son aire cérébrale qui était activée, et que c'était complètement indépendant. Maintenant, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une émotion qui est vécue à un instant T est la résultante de plusieurs stimulus exactement au même moment. C'est-à-dire que vous rentrez dans une pièce, vous avez l'impression de juger la pièce finalement sur l'apparence. Alors que finalement, vous ne pensez pas à l'odeur, mais si l'odeur est mauvaise, tout de suite vous allez avoir une impression mauvaise sur la pièce. Si vous avez par exemple une lumière qui est continue ou une lumière qui est discontinue, qui vibre un petit peu, tout de suite vous allez trouver peut-être l'endroit angoissant. Ou alors vous allez commencer à perdre un petit peu vos repères. Tout ça, c'est parce que toutes les choses interagissent entre elles. Pour reprendre tout à l'heure l'image sur l'industrie, c'est exactement pour ça que les premiers essais en design sonore sont faits par exemple sur les portières de voitures. Donc c'est très bien que si vous avez une voiture haut de gamme, que vous payez 60-70 000 euros, il est absolument hors de question que quand vous fermez la porte, vous entendez un clong un peu comme ça. C'est hors de question. Parce que tout de suite, il va y avoir ce qu'on appelle une distorsion émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez un sens qui est stimulé, mais dans une direction complètement opposée au reste. Pour faire le lien avec des problématiques plus objets, vous avez des choses qui sont, par exemple, tout à l'heure je vais vous montrer, mais l'exemple du maquillage. Mais avant tout ça, je voulais vous montrer un exemple. C'est ça juste après. C'est un exemple qui a été testé avec des chips Pringles. C'est pour vous montrer un petit peu les interactions entre les sens. Donc pourquoi les Pringles? Tous les Pringles sont des rares chips en fait à avoir des tailles qui sont à peu près normées et tout le goût à chaque fois c'est absolument identique. Le test qui a été fait, c'est qu'on mettait devant une personne une dizaine de chips Pringles, un micro devant la bouche, un casque sur les oreilles. On demandait à la personne quelle chip vous trouvez la meilleure. Le son en direct était pris dans le micro, était rediffusé en direct dans le casque. La personne mange tous les chiffres et l'expérimentateur derrière son dos, donc la personne ne peut pas le voir, ajoute des fréquences aiguës de plus en plus dans les sons en fait des chiffres. Et à chaque fois on a les mêmes résultats. La personne va trouver que les chiffres les meilleurs, ce sont les chiffres qui ont le plus d'éléments aigus dans chaque son. C'est-à-dire que le son va directement influencer sur la perception du goût. Et il y a quelque chose d'autre qui est très pertinent, mais c'est plutôt dans le domaine du visuel, c'est l'expérience des poulets bleus. Ils ont fait manger du poulet à des personnes dans un environnement coloré, et le poulet apparaissait blanc. On leur demande le goût est tout à fait normal. Ensuite, on met une lumière blanche, le poulet apparaît bleu, avec il y avait une sorte de colorant comme ça, mais qui n'avait absolument aucun goût. Et les gens tout de suite se sont mis à cracher, ils se sont mis à vomir, à dire je sentais bien qu'il y avait un peu de moisi dans ce poulet, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors c'est complètement une imagerie mentale, c'est une image qu'on s'est construite tout simplement parce que le poulet est bleu, donc c'est pas normal, c'est moisi, alors c'est pas du tout la réalité. Donc la slide juste après, en fait, je voulais vous montrer que justement il y a un domaine qui s'est rendu compte de cette interaction entre tous les sens. More than ever, we like our wish. We're worth it. It was made for me. C'est notre collection privée. Donc j'ai montré juste un extrait, mais la pub dans sa version longue est beaucoup plus longue. Et ce qu'il faut noter, c'est que si ils ont pris la peine de faire venir toutes sortes d'égéries de tout pays confondu, ça a dû leur coûter un bras. Et ils ont quand même pris quasiment 500 millisecondes, un petit peu plus, pour laisser passer le son du tube qui se ferme. Il faut savoir que Cosmetic Valley, qui est un regroupement de plusieurs entités dans les cosmétiques, notamment L'Oréal, La Roche-Posay, etc., ils sont les organisateurs du premier congrès sur le design sensoriel, qui fait que justement ils invitent des chercheurs sur le sensoriel, ils invitent des personnes spécialisées dans le marketing, etc. Et ce qu'ils ont remarqué, en fait, si vous voulez, c'est que vous pouvez acheter un tube de rouge à lèvres haut de gamme, donc j'en achète pas souvent, mais un tube qui coûte admettons 50 €, si quand vous le fermez, vous entendez, c'est mort, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément dire le son il est bizarre, ou c'est pas qualitatif, parce qu'on n'arrive pas forcément à mettre les mots dessus. Mais on sait que si on met 50 tubes les uns à côté des autres, et qu'on change juste les matériaux, ou alors on change juste le diamètre pour modifier un petit peu le volume ou le type de son à la fermeture, tout ça, ça va avoir une importance, et les personnes vont trouver que tel ou tel tube est meilleur que l'autre, alors ce sont exactement la même typo, les mêmes couleurs, la même forme, les mêmes textures. Donc le son
un autre test qui lui va toucher directement plutôt la notion d'expérience dans tout ce qui est objet connecté, dans tout ce qui est finalement les interfaces utilisateurs. Donc je vais vous faire écouter quelques sons et je voudrais savoir si vous arrivez déjà à reconnaître la fonction, ensuite le produit et la marque. Donc est-ce qu'il y en a déjà qui arrivent à voir de quoi il s'agit? Donc celui d'après. Donc on peut passer à la slide d'après. En fait les 4 sons, vous avez peut-être reconnus, donc on va les rejouer dans l'ordre. Donc vous avez peut-être reconnu qu'en fait il s'agissait de ce produit-là. En fait ce que je vais vous montrer c'est que d'une part on a le côté purement ergonomique, donc c'est-à-dire que c'est une notification positive, et ils ont pris quelque chose d'extrêmement basique, une simple note comme ça, donc la note ça aurait pu être ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ensuite ils ont la force de ces sons, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est absolument pas la question. Mais ce qu'il faut bien repérer c'est que d'une part la personne qui a son téléphone dans sa poche, grâce à un son, il va savoir tout de suite de quoi il retourne. Et quand on parlait tout à l'heure d'Internet des objets, d'objets connectés, etc., finalement, à chaque fois, on a un objet avec une application smartphone. Sauf que le problème, c'est que par exemple, si je suis en train de courir, j'ai pas forcément envie de regarder ma montre, j'ai pas tout de suite accès à une courbe que je connais pas, que je ne comprends pas en plus. Donc l'intérêt d'avoir des sons, c'est vraiment d'aller capter la compréhension et que tout de suite, je sais ce qui est en train de se passer. Ensuite, là où c'est très très fort, c'est que si vous êtes dans le métro, vous entendez quelqu'un recevoir un de ces sons-là, vous savez qu'il a reçu un mail, un texto, peu importe, lui il va très bien savoir, mais par contre, ce que vous savez, c'est qu'il a un iPhone. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il a un iPhone et que donc il est chez Apple. Et ça, c'est vraiment le lien, si vous voulez, entre une fonction purement ergonomique, mais ensuite, en termes de marketing et d'image de marque, là, c'est vraiment gagnant. Donc, Apple, c'est un des rares produits où il y a vraiment cette identité forte dans les sons d'interface. Il y a aussi dans les Samsung, de plus en plus, on commence à reconnaître les sons, mais vous avez aussi les applications Facebook dans la dernière mise à jour. Quand vous faites la mise à jour, c'est tous ces petits sons-là, finalement, qui sont des sons purement ergonomiques, mais on les reconnaît, ça fait partie de l'identité forte du produit. Et pour faire le lien avec tout ce que je disais avant, si vous avez par exemple un produit qui est très bien fini en termes de design, si vous avez une ergonomie qui est super, une interface qui est vraiment bien soignée, etc., qui est très compréhensible, et que vous avez que des sons qui font un peu penser à des vieilles machines post-soviétiques, des vieux ordinateurs, etc., en fait, vous allez créer cette fameuse distorsion émotionnelle, et on sait par exemple que dans le médical, donc ça c'est un domaine très particulier, mais toutes les machines que vous avez dans les hôpitaux, en fait, il y a ce qu'on appelle la notion de juste perçu. Vous pouvez avoir des appareils qui sont, en termes de technologie, qui sont très très puissants, qui vont être capables de maintenir quelqu'un dans un coma artificiel, donc on imagine bien qu'en termes de technologie c'est très puissant, mais la famille va dire, mais vous lui avez mis une machine qui est vraiment désuète en fait, pourquoi, vous n'avez pas des machines un petit peu plus performantes quand même, c'est mon mari qui est en souffrance, etc. Parce qu'on se rend compte que finalement, on n'arrive pas à percevoir la qualité technique d'un produit, la qualité technologique, s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait sur le design. Donc il y a des agences, notamment en Australie, qui travaillent sur le design de ces appareils-là. Donc ça c'est ce qu'on appelle la notion de juste perçu, et typiquement les sons ont vraiment une importance. Si dans une application avec un objet connecté, vous avez des sons qui sont complètement basiques ou trop alertants, alors c'est juste une notification pour vous dire, bah oui, je suis assis depuis 15 minutes, c'est pas non plus la mort, on va pas faire ça, ce serait des sons qui seraient très violents, alors que c'est pas du tout trop. Donc la slide d'après, je vais vous montrer un petit peu notre méthodologie. Quand on commence à parler de son, là on a un mur, tout de suite, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que si individuellement je vous demande par exemple un univers organique, pour vous, organique, ça veut dire quoi? Un univers électrique et végétal, ça veut dire quoi? On a tous une vision complètement différente en termes d'iconographie. Si on mettait en plus des mots-clés, on aurait encore une vision différente. Mais alors quand on commence à vous dire en termes de son, en termes de sonorité, si vous avez des films par exemple qui vous évoquent ce que c'est que le domaine organique, des bandes dessinées, etc., si on va chercher dans l'univers collectif, on a toutes des visions très très différentes. Sauf que pour élaborer un cahier des charges, comme on a pu le faire déjà avec plusieurs agences, on a cette problématique-là. Donc nous, on va faire ce qu'on appelle des soundboards. Donc finalement, c'est exactement comme un moodboard, où là, il pourrait y avoir des textures, il pourrait y avoir des photos, des aperçus, des captures d'écran de films, etc. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire un univers graphique lié à l'organique, par exemple. Ici, c'était organique, le but. Et à ça, on va relier des sons. On se met tous autour
autour du table, on peut être 5, 10, peu importe, on va écouter tous ces sons-là. Chacun a une grille et va dire, moi ce son-là, je suis d'accord, pour moi c'est bien organique, pour moi pas du tout. Celui-là, je le verrais peut-être dans une famille pas organique, mais peut-être un peu plus végétale, peut-être plus animale, etc. Donc on va élaborer ensemble un vocabulaire. Sur 50 sons, il va en rester peut-être une dizaine, mais on est sûr qu'au moins pour les gens autour de la table, ces 10 sons-là, ils sont vraiment représentatifs de ce que c'est qu'un son organique. Donc pour nous, ça va nous donner, on va dire, une base de travail pour ensuite élaborer les sons. Parce que là, ce sont que des sons qu'on allait chercher dans le cinéma, qu'on allait enregistrer dans la nature, etc., etc. Donc il y a vraiment une notion de vocabulaire commun à trouver. Ensuite, la slide juste après, c'est un... Ah non, écoutez. Donc ça, c'est les quelques sons qu'on a pu trouver. Donc c'est des sons qui sont complètement différents, qui représentaient un peu pour nous le côté organique. Donc là, j'en fais écouter 4 qui ont été retenus, mais je ne vais pas vous faire écouter les sons. Ensuite, ça c'est un son par exemple qui est assez complexe. Encore. Donc vous avez ici des sons qui sont complètement différents, mais je ne sais pas si vous avez repéré qu'à chaque fois la structure est pareille. C'est-à-dire que vous avez un son qui fait tout, comme ça, et un autre qui fait tout. Et en fait, ils se rejoignent. Et si on passe à la slide d'après, vous allez voir qu'à chaque fois, on a mis au point un système, si vous voulez, qui s'inspire des premières partitions, dans la musique contemporaine, on a dû trouver des astuces, parce qu'on a inventé des nouveaux modes de jeu sur des instruments. Par exemple, si je vous dis, dans un orchestre, bah toi, sur ton violon, tu vas lui mettre des coups de marteau. D'accord, mais comment ça s'écrit sur une partition, il n'y a aucun moyen. Donc, ils ont trouvé des moyens qui sont des moyens de représentation graphique, mais sûrement moins, ce qu'on appelle la synesthésie. Donc, on va réécouter par exemple le deuxième et le troisième. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc là, on est sur 6 sons qui sont complètement différents. Et là, encore une fois, ce qui compte, c'est absolument pas le côté esthétique, mais c'est purement une question de langage et de ce qu'on appelle, la grammaire sonore. C'est-à-dire que si on commence à faire écouter ces sons-là sans la représentation graphique, vous n'allez pas forcément avoir les clés pour en parler. Alors, on est passé par ça parce que quand vous écoutez les sons, tout de suite, il y a une forme finalement d'équivalence qui se fait. Et ça, on l'a déjà testé avec avec des personnes très différentes, des designers, des personnes plutôt du marketing, etc. Et ce qui est très utile, c'est que par exemple, ici, on dit, moi j'aime bien ce son-là, mais par contre, tous les sons qu'il y a en dessous, j'aimerais les supprimer. Après, ces sons-là, je les aime bien, mais les 3 derniers, les espèces de petites crottes en chocolat, là, on va les retirer. Et c'est très utile, mais vraiment en termes de communication, c'est-à-dire que plutôt qu'on élabore tous nos sons comme ça dans notre coin, alors c'est vraiment subjectif, encore une fois, le son, là, on va faire quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif et qui va permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Et qui va éviter surtout d'arriver à la fin d'un projet et qu'on se dise, déjà, c'est pas du tout ça le thème, entre guillemets, pour nous, ça représente pas la marque, ça représente pas le consommateur. Et ensuite, en termes de sonorité, ça va vraiment donner une clé pour les modifications. Donc là, je vais vous présenter quelques projets en fait, pour lesquels on a utilisé toute cette méthodologie. Donc là, Visteon, c'est un équipementier automobile américain. Donc en gros, ils sont partagés, il y a la question de la sécurité, la question de l'air conditionné, et donc un autre pôle qui est plutôt lié sur les nouveaux usages et l'électronique. En gros, Visteon, on retrouve leurs produits dans quasiment 100% des véhicules, si on met tous les produits confondus. Donc là, on a travaillé sur un concept de voiture connectée et très intelligente. C'est-à-dire qu'une voiture connectée, elle va être capable de nous donner beaucoup de renseignements sur l'extérieur. Par exemple, par la géolocalisation, elle va nous dire attention, tu rentres dans une zone avec une école, ralentis un petit peu. Par exemple, je dis voilà, moi je fais tel trajet, je peux faire du covoiturage, est-ce que quelqu'un veut venir? Et ensuite, les personnes peuvent nous envoyer un message dans la voiture, etc. etc. Il faut imaginer que la voiture, elle sera aussi dotée de plein de capteurs, donc elle pourra analyser l'environnement proche. Est-ce qu'il y a un cycliste, un vélo, est-ce qu'on va croiser le chemin d'une ambulance, est-ce qu'il y a des bouchons à 2 km, est-ce que je prépare mon arrivée, etc. Donc on a imaginé plein de sons pour ces différentes interfaces, parce que le problème c'est que si on a énormément de fonctionnalités
travaillé avec des designers qui n'étaient absolument pas dans le son, et qui, grâce à ces outils-là, ont pu, avant même d'écouter les sons, ont pu commencer à dire, bon bah ok, on va tester ça, mais après on va pouvoir tester sans le numéro 2 juste avec la fin du son, après on va pouvoir tester ça mais en partant plus devant, etc. Donc on a pu commencer à faire travailler tout le monde sur la question du son, alors que personne n'était dans ce domaine-là. Donc le son il ressemblait à ça. Donc on avait un truc qui est... Le but c'était vraiment, en gros, je capte l'attention, puis je tourne et après je te dis ce qui se passe. Donc c'est purement des concepts, mais qui, une fois qu'on était dans l'habitat, ça fonctionnait très bien. Ça c'était un deuxième son qui était, attention, il va y avoir des bouchons, donc on a pris la métaphore un petit peu de je tire sur les rênes pour ralentir mon cheval, donc on avait un son qui partait très loin, qui ralentissait. Donc c'était ça. Donc là, encore une fois, on est sur des choses où on n'était pas encore au stade de la question esthétique, etc. D'ailleurs, il y avait un designer anglais qui nous a dit « It sounds so French ». Comme si c'était un reproche. Et effectivement, pour lui, c'était un petit peu trop... il aurait aimé des choses peut-être un peu plus musicales, un peu moins style contemporain comme ça. Mais on lui a dit c'est absolument pas le but ici. C'est vraiment une question d'usage. C'est est-ce qu'un son qui se déplace comme ça peut vraiment aider à faire comprendre qu'il y a une idée de ralentissement. Ça, c'était un son pour dire attention, vous êtes un petit peu trop près d'une voiture, donc c'était en gros. Donc, ça, c'était les différents sons qu'on a pu produire. Et je vais refaire le lien avec le soundboard de tout à l'heure sur l'univers graphique. Ici, vous avez 3 sons, et vous voyez qu'en termes de grammaire, on pourrait dire, de syntaxe, on a exactement les mêmes sons. Par contre, ce qui va différer, c'est l'univers sonore. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était sur un univers qui était organique, donc là, on l'a représenté comme ça, on aurait pu faire complètement autrement, mais on a fait sur un autre univers. Donc ça, c'était le premier, et le troisième. Donc là, on a finalement 3 sons qui respectent à peu près la même chose, c'est-à-dire tout. Sauf qu'à chaque fois, on va lui appliquer un filtre différent. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que ce filtre, pour un équipementier automobile, c'est le filtre de Renault, c'est le filtre de Audi, c'est le filtre de Mercedes. C'est pas absolument pas la même identité de marque, c'est pas le même utilisateur, donc on ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes sons dans un même produit. Par contre, on respecte à chaque fois la grammaire sonore. Donc, en termes de sens, on garde le sens, mais ensuite on peut personnaliser pour faire en fonction des différents personnages. Donc une des dernières problématiques que je vais vous présenter, c'était justement une question purement d'interface. Donc là, la slide d'après vous montre l'interface du drive Intermarché, qui on est sur une application plutôt tablette. La problématique ici, c'était que les personnes n'arrivaient pas à comprendre, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'ils étaient en train d'ajouter des choses dans le panier. Donc on a imaginé un concept tout simple, c'est on fait un retour expansif, très basique, qui va déjà permettre à la personne de bien comprendre qu'il a cliqué dessus et que donc ça va dans le panier, mais on imagine quelque chose d'autre. Je peux le faire simplement. Donc vous avez un son qui évolue tout doucement. En fait, on a simplement un changement de hauteur extrêmement simple, mais ça fait la différence et ça a permis à la personne de tout de suite comprendre qu'il était en train d'en mettre un. Et c'est hyper important, en fait, je vous montre ça comme exemple parce que j'ai aucun exemple à vous montrer dans les objets connectés parce que c'est un domaine qui est complètement riche, parce qu'on a vu que finalement déjà qu'en termes d'usage, il n'y a rien d'intéressant, concrètement, il y a très peu de choses. Donc ils n'en sont pas vraiment tout à fait à la question d'implémenter des sons. Et ceux qui commencent à chercher à mettre des sons, bah forcément c'est des entreprises qui ont un petit peu d'avance. Et c'est vrai que alors que cette problématique-là est hyper importante. Parce que quand vous avez un objet qui est connecté à votre smartphone, c'est vraiment important de comprendre tout de suite, en une seconde, de quoi il s'agit. Donc là, toujours sur la question de la différenciation, on a travaillé sur 3 sons différents. Donc on va écouter le premier, le deuxième, le troisième. Je n'oubliais pas le troisième. En fait, si vous voulez, à chaque fois, on a comme ça des sons qui sont extrêmement courts. Donc on respecte toujours le je clique, il y a une information qui monte, on fait. Sauf qu'on peut personnaliser ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un son qui est plutôt boisé, un son qui est plutôt métallique, un son qui est plutôt doux, un son qui est plutôt clinquant. Et ça, tout ça, c'est finalement quelque chose qui est en lien avec le design de l'interface.